Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Le monde justement qui risque le coup de pompe. La guerre au Moyen-Orient déclenchée par les États-Unis et Israël entraîne un choc d'offres de pétrole et de gaz. Alors faut-il craindre de grandes difficultés pour l'économie mondiale, pire que lors des deux crises pétrolières des années 70 ? Pour en parler, je reçois Elder Faria Rubio, économiste, responsable du cercle d'intelligence économique chez Capital Energy, un cabinet de conseil aux entreprises, et Marc-Antoine El Mazega, directeur du Centre Énergie et Climat de l'Institut français de relations internationales, l'IFRI, un laboratoire d'idées sur les relations internationales installé à Paris. Bonjour à tous les deux. Alors, Marc-Antoine El Mazega, pire que les deux crises des années 70, 73, les chocs pétroliers et 79 ? Je dirais que malheureusement, oui, ça peut devenir pire. C'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. Elle est très inquiète, elle a raison d'être inquiète, on est tous très inquiets. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là. C'est-à-dire que, d'abord, il faut bien comprendre qu'à l'époque du choc de 73, le pétrole occupait une place absolument immense dans les économies, dans les systèmes électriques, énergétiques, etc. Aujourd'hui, cette place s'est rétrécie. Alors, ça reste très structurant pour l'économie mondiale, mais néanmoins, il y a énormément d'autres facteurs économiques qui comptent. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, que ce choc, on ne sait pas encore exactement jusqu'à quand il va durer. On sait une chose, par contre, c'est que les perturbations vont déjà s'inscrire dans un temps long, plusieurs mois au moins. Il y a des vraies destructions d'infrastructures, etc. Mais heureusement, fort heureusement déjà, on voit alors un scénario du pire où effectivement c'est un embrasement régional, etc. Mais il y a aussi des discussions qui ont lieu. La diplomatie pourrait reprendre la main. Et enfin, des approvisionnements de pétrole qui reprennent bout à bout, l'Arabie Saoudite par la mer Rouge, l'Iran qui continue d'exporter, et beaucoup de stocks sur les marchés. Donc on n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est vrai qu'il faut être très 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 inquiet. Même question, Elder Faria Rubio. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Marc-Antoine. On est vraiment sur un scénario catastrophique qui prend de l'ampleur, qui gagne de plus en plus de place. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que ce que nous on voit au niveau des marchés, c'est qu'on est arrivé sur le mois de mars avec un marché surtout autour du gaz, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du pétrole, ouais. Mais le gaz est aussi très important, il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'on est sur un marché qui est léthargique, qui est figé. On a l'impression que le marché ne réagit pas aux impacts et ce qui peut se passer. Enfin, il réagit. Les prix montent, donc il réagit. Il réagit, mais pas à la hauteur qu'on aurait pu espérer. On est quand même dans un conflit qui commence à intégrer différents pays dans une zone qui produit donc énormément. Donc vous dites que ça aurait pu être pire dans la réaction ? Oui. Clairement. Pas de panique du côté des entreprises que vous conseillez en ce moment ? Oui et non. Il y en a certaines qui mesurent l'ampleur et qui sont très proactives et qui anticipent. Il y en a d'autres, c'est l'opposé, qui sont justement dans cette paralysie. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Ouais. On va voir justement l'augmentation du prix du pétrole, mais vous me direz après sur le gaz. Par rapport à ces dernières semaines, regardez le prix du pétrole. Pouf, la montée en flèche tout à coup à partir du 28 février. Bon, la Banque de France nous dit que tant qu'on n'atteint pas $145 le baril, pas de panique. C'est vrai, Marc-Antoine ou... Oui et non. Ce qui est vrai, c'est qu'on pouvait craindre le pire et un baril qui immédiatement se maintient aux alentours de $130, $150. En réalité, on est aux alentours de 105. Ouais. En 22, la crise de l'Ukraine était à 120... 125, voilà exactement, pendant plusieurs semaines. Ça nous a coûté quand même. Ça a coûté évidemment très très cher. Alors, dans la zone euro, on est protégé par un euro plus fort.
Donc, c'est des commodités qu'on achète en dollars. Donc, quand on achète avec un euro fort, ces produits-là, on bénéficie d'une ristourne en réalité, donc sur le gaz, sur le pétrole, etc. Mais cela dit, pour le reste du monde, c'est un vrai choc, effectivement, surtout quand vous achetez du pétrole ou du gaz avec une monnaie qui est dépréciée. Vous avez encore ce choc supplémentaire. Maintenant, à ce niveau de prix, je dirais, l'économie n'entre pas en récession. On a des phénomènes inflationnistes. L'inflation, ça a du bon, ça a du mauvais. Tant que ça en reste là, les choses sont à peu près encore sous contrôle. Bien sûr qu'il y a des conséquences sociales, économiques, physiques pour un certain nombre de consommateurs dans le monde qui vont être très durs. Et là, il va falloir travailler ensemble pour atténuer ça, faire preuve de responsabilité. Mais si on en reste là, je dirais que le pire sera évité. Mais ça va dépendre effectivement des prochaines semaines et de l'évolution de ce conflit qui est très incertain. Là, on a différents scénarios, malheureusement, des très graves et puis des qui, au contraire, vont vers une certaine stabilisation, apaisement. Elder Faria-Rubio, on a vu l'augmentation des prix du pétrole. C'est pareil pour le gaz. Il a connu aussi cette augmentation. Oui, on a observé une très forte augmentation sur le prix du gaz. Ça reste un événement où il y a beaucoup d'incertitudes à un tel point où les marchés, comme je disais tout à l'heure, ils sont figés. Il y a une certaine paralysie. Donc vous voulez dire que les marchés n'achètent pas L'incertitude est tellement importante, le risque est tellement grand qu'aujourd'hui, les traders, ils sont plutôt dans un travail défensif. On gère le risque. On ne va pas dans les marchés. Attentisme. Exactement. D'accord. Et c'est là où le danger c'est que si à un moment donné, les marchés commencent réellement à pricer, à intégrer, je veux dire, le pire scénario possible, là, on peut avoir un réajustement qui peut être assez brutal. Qui pourrait faire mal. La Commission européenne, Marc-Antoine, propose aux États membres de ne pas remplir à 90% leurs réserves de gaz, mais plutôt à 80%. C'est une bonne idée en ce moment, d'autant que le prix est au plus haut. En fait, il n'y a pas le choix. Mais il faut le faire, remplir. Il va falloir remplir pendant l'été les stocks gaziers pour préparer l'hiver suivant en Europe, parce que l'hiver, évidemment, la consommation croît très fort, et donc il faut s'appuyer sur ces stocks. Ce qu'on avait fait en 2022, c'était remplir un maximum, et tout le monde avait acheté au même moment les mêmes cargaisons de gaz. Donc les prix avaient encore bondi davantage. Là, cette année, l'idée, c'est d'éviter ça. Effectivement, on aura moins de gaz en stock, mais dans l'ensemble, la consommation européenne de gaz est plus faible qu'il y a 3 ou 4 ans. Ça va, a priori, desserrer un tout petit peu les marchés qui pourraient sinon se tendre davantage. Mais là aussi, on est dans le monde de l'incertitude que vous décriviez. C'est-à-dire, est-ce qu'il va faire très chaud cet été en Asie, donc des besoins de climatisation renforcés? Quelle va être la météo cet hiver? Mais vous pensez qu'il va y avoir une discipline des Européens, ne pas acheter, comme vous l'avez dit, massivement en même temps? Oui, ça c'est tout l'enjeu là des mécanismes qui vont se mettre en place. Pour l'instant, il y a sans doute de l'attentisme, parce que effectivement, on ne sait pas s'il y a des destructions supplémentaires, si Hormuz va finalement être progressivement repartir. On voit quelques éléments, mais les informations sont très contradictoires et on ne comprend pas exactement, évidemment, ce que veulent faire les Américains, les Israéliens et quelles sont les dynamiques régionales. Et sans parler, évidemment, des Iraniens qui ont voix au chapitre, on le sait désormais. Donc, voilà, là, il y a une vraie incertitude, mais l'enjeu, ça va être sans doute aussi de se coordonner avec le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, éventuellement la Chine, parce que ce sont aussi des gros acheteurs de GNL. Et si tout le monde arrive en même temps sur le marché et se bat pour les mêmes cargaisons américaines spot, oui, là, c'est l'inflation garantie. Et Elder Faria-Rubio, on avait connu ça en 2022, des bateaux qui étaient déroutés pour aller dans un autre pays parce que justement ce pays mettait plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a ces phénomènes ou pas? Le scénario est identique. Il y a des bateaux qui sont déroutés parce qu'ils achètent... Oui. Un exemple, l'Angola, qui est un gros pays producteur de GNL. En 2025, 40% de sa production avait été destinée à la Chine, à l'Asie. Depuis début 2026, c'est 65%.
D'accord. Voilà. Donc, juste pour vous donner une petite idée voilà, les principaux acteurs sont en train de se positionner et d'aller chercher justement les producteurs, on va dire, de deuxième ligne Ouais. pour arriver à s'approvisionner. Ouais. Un point, effectivement, comme Marc-Antoine l'a très bien dit, c'est un pari aujourd'hui. Au niveau du gaz, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est un pari. Est-ce qu'on anticipe et on prend le risque d'envoyer le signal au marché comme quoi on est en train de paniquer? Ouais. Ou est-ce qu'on attend? Et cet attentisme, on va peut-être se mettre à acheter du gaz au mauvais moment. D'accord. Voilà, c'est un pari à prendre. Il faut aussi se dire que la hausse des prix, le spot GNL en Asie a fait plus 90%. En Europe, c'est autour de plus 60%, si ma mémoire est bonne. Il y a des pays qui se sont retirés du marché. Ouais. Bangladesh, Philippines, parce que les prix sont beaucoup trop élevés, donc ils se retirent. Ils ne peuvent pas suivre. Ouais. Donc, c'est vrai que cet aspect-là va avoir tendance à apaiser un petit peu les marchés. La volatilité va être un peu moins importante. Le vrai danger, c'est quand ces pays-là vont devoir revenir sur le marché parce qu'ils n'auront plus le choix. Très clairement, Marc-Antoine Elmazega, qui souffre le plus? En Asie, ils affrontent un choc d'offres, ils n'ont pas de pétrole ou de gaz, plus un choc de prix. Est-ce que nous, en Europe, on a aussi la même configuration? Pour l'instant, physiquement, ceux qui sont le plus touchés, c'est les pays asiatiques. Et on l'a entendu parce que ce sont, pour en partie d'entre eux, des pays émergents qui n'ont pas la profondeur financière, la crédibilité financière pour acheter dans le long terme à n'importe quel prix ces cargaisons. Donc là, clairement, la demande va se comprimer et ça va se faire au prix de quoi? Soit de restrictions d'approvisionnement énergétique ou on va relancer le charbon. Et on va essayer de s'appuyer au maximum sur le solaire avec du stockage batterie, etc. Mais dans les médias, c'est le charbon qui va gagner. En Europe, c'est le charbon aussi qui va gagner. On va relancer le charbon, oui, forcément, parce qu'en fait, produire de l'électricité au gaz à de tels niveaux de prix, en plus, si on ajoute le prix du carbone, il vaut mieux réutiliser des centrales à charbon au maximum, quitte à polluer, mais ça va réduire la tension et en Europe sur les prix, et puis la tension sur le marché du GNL à l'échelle mondiale. C'est malheureusement ce qui va se passer, mais dans l'ensemble, là où je suis très inquiet, c'est pour un certain nombre de pays en Afrique ou en Asie, parce qu'ils dépendent des engrais qui sont bloqués, parce que, évidemment, le pétrole qui bondit, un certain nombre de produits pétrochimiques sont utiles pour l'industrie minière, ceux-là sont bloqués aussi. Voilà, donc tout ça est très mauvais. Nous, sur le kérosène, en Europe, on risque d'être touché ou pas? Non, alors, pour l'instant, on est surtout touché par les prix. Il n'y a pas d'alerte physique pour l'instant. Bien sûr, il y a des scénarios du pire, mais il faut rappeler une chose à vos téléspectateurs, c'est qu'il y a énormément de stocks dans le monde. Donc, énormément encore d'amortisseurs qui vont pouvoir être progressivement mobilisés. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie a commencé avec ses États membres, mais il y a encore plusieurs vagues possibles. Donc, pas de panique. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que chacun ait conscience d'une chose, c'est le moment de devenir économe en carburant. Pour ceux et celles qui le peuvent, c'est le moment de basculer vers d'autres types de mobilité. Les technologies sont là, chez nous. Les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques sont beaucoup plus disponibles qu'en 2022. C'est extraordinaire. Alors, pas partout en Europe, etc., mais enfin, quand même dans l'ensemble. C'est pas juste d'ailleurs une affaire européenne. Allez voir en Inde, allez voir en Chine, etc. En fait, ce segment-là est mûr et va évidemment connaître un essor accéléré désormais. Alors, j'ai deux questions. Là, sur les bombardements, on dit à peu près une quarantaine de sites gaziers pétroliers ont été touchés. Donc, est-ce que ça, les marchés sont en train de le prendre en compte, même si la situation s'apaise, ce qu'on espère? Et est-ce que les pays asiatiques, qui sont des gros acheteurs, vont continuer à avoir confiance dans leur approvisionnement depuis le Golfe Persique, ou est-ce qu'ils vont aller chercher ailleurs? C'est la grande question, c'est l'avenir, c'est les 5, 10, 15 prochaines années. Mon opinion, elle est que le coût du capital qui va servir à investir justement dans les énergies, dans la production de ces énergies, ce coût, il va augmenter. Parce que les investisseurs vont devoir prendre en compte certains risques qui jusqu'alors n'étaient pas pris en compte. Politiquement, la géopolitique, les assurances. Donc, toutes ces choses-là vont faire que demain, le coût du capital va être plus important. Donc,
mécaniquement, le coût de l'énergie va être plus important. D'accord. Et c'est là où ça va se jouer, et c'est là où l'Europe, finalement, va aussi avoir son mot à dire dans sa façon de consommer, dans sa façon de produire. Aujourd'hui, on a un état des lieux l'Europe est quand même assez protégée. En grande partie par la France et par le nucléaire. On est aujourd'hui en surproduction, donc on exporte énormément. Donc finalement, les prix français ont tendance à apaiser les prix européens. Le grand risque, c'est que ce signal prix va faire que tout le monde va avoir envie de basculer vers l'électrification. Oui. Le paradoxe, c'est que si on bascule tous vers l'électrique, à un moment donné, on ne sera plus en surproduction. Oui. Donc, on n'exportera plus autant. Ouais. Nos centrales ne seront pas là. Exactement. On n'aura pas pris le relais. Et à ce moment-là, en fait, on va ouvrir la porte à ce que les prix européens arrivent aussi en France. D'accord. Il va y avoir un rééquilibrage à la hausse. Juste pour vous donner une idée, en France, le prix pour une livraison en 2027, on est autour de 58 € le mégawattheure. Quand on regarde l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, on est 60 à 100% plus cher actuellement. Donc si demain, il devait y avoir un rééquilibrage, je ne serais pas étonné que les prix français grimpent jusqu'à 70-80 € assez rapidement, par exemple. Marc-Antoine Elmazega, la confiance de l'Asie vis-à-vis du Golfe Persique et les capacités du Golfe Persique. C'est un vrai sujet fondamental parce que malheureusement, lorsqu'on est entré dans cette guerre, on était sur un point de bascule où grâce au GNL, notamment américain ou du Qatar, on était sur le point de convaincre tout un tas de pays en Asie de réduire leur consommation de charbon dans l'industrie, dans l'électricité, et de remplacer ça par du gaz naturel liquéfié, qui était abondant, pas cher, ou en tout cas de moins en moins cher. Et donc, on avait là une chance historique. Celle-là, elle est probablement balayée. Ah, carrément. Ben oui, quand vous êtes Pakistan, Bangladesh, Vietnam, et que 2 fois en 4 ans, vous avez connu des pénuries, des pointes de prix et des crises énergétiques chez vous, évidemment, cette solution-là, vous n'allez pas investir dans des infrastructures lourdes, etc. Donc, votre réflexe, ça va être de maintenir du charbon et puis d'aller à fond sur le photovoltaïque avec les technologies de stockage batterie qui maintenant se déploient. Elles sont de moins en moins chères. Donc là, il y a quand même une chance. Hein. Attention, tout n'est pas noir. Maintenant, quand même, pour l'Europe, juste pour compléter quand même, mais... en France, c'est sûr qu'on est un peu mieux positionné que d'autres, mais le sujet à l'échelle de l'Europe, ça reste quand même l'électrification. Oui. Si on en est là à être aussi dépendant de ces chocs sur les hydrocarbures, c'est parce qu'en fait, on n'en est qu'au début de l'électrification. Ça veut dire la mobilité, bien sûr, mais c'est surtout l'industrie. Dans l'industrie, on consomme encore beaucoup de charbon, de gaz, voire ici et là de pétrole pour faire de la chaleur, notamment dont on a besoin. On peut tout électrifier. Et il faut le faire parce qu'en fait, on a encore beaucoup de capacités de production d'électricité. Que les prix remontent un peu, c'est pas non plus dramatique au sens où ça va permettre de susciter plus d'investissements dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire un jour, etc. etc. Donc, il faut quand même bien se dire une chose, c'est que pour ne pas se retrouver dans cette situation-là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il n'y a pas 36 façons de faire, c'est électrification, efficacité énergétique, et puis, bien sûr, développer tout un tas de portefeuille diversifié d'approvisionnement, que ce soit dans le gaz, dans le pétrole, etc. Et une dernière question quand même sur le Golfe Persique. Est-ce qu'il devient radioactif? Est-ce que du coup les acteurs se disent terminé, moi je ne vais pas acheter mon pétrole là-bas, du moins si le régime iranien survit à ce qui se passe? Il y aura une prime de risque supplémentaire, ça c'est sûr. Jusqu'alors, le Qatar avait un rôle un rôle de tampon au niveau du GNL mondial. On savait qu'on pouvait compter sur le Qatar. On savait que le Qatar allait répondre présent. Ils avaient des projets pour doubler les volumes de production d'ici 2030. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que demain, on va pouvoir compter sur le Qatar comme on l'a fait jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on va pouvoir compter sur, comme je disais au début, des producteurs, on va dire, de deuxième ligne? Voilà, donc tout ça va faire que ce produit-là, donc le GNL, va devenir plus cher. Et effectivement, comme on le disait, le risque, c'est qu'on se détourne du GNL, parce qu'il est plus risqué. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est l'heure de notre rubrique Dans le radar.
Une rubrique consacrée au livre de la semaine. Aujourd'hui, un pavé dans la mare, au sens propre comme au sens figuré. Je parle d'un livre collectif qui vient de sortir aux éditions de La Découverte et qui s'intitule « Monde post-capitaliste » sous la direction de Jérôme Bachet et Laurent Jean-Pierre. Près de 900 pages rédigées essentiellement par des chercheurs du monde entier pour penser l'après-capitalisme dans de nombreux domaines comme l'économie évidemment, mais aussi l'éducation, l'amour, la famille, le travail, etc. Pour en parler, je reçois l'historien Jérôme Bachet qui a co-dirigé cet ouvrage. Bonjour Jérôme Bachet. Bonjour. Alors, est-ce que cette énième crise du capitalisme avec cette guerre au Moyen-Orient, est-ce qu'elle va être surmontée par le capitalisme? Est-ce qu'on n'est pas encore dans l'ère du post-capitalisme? Alors, je ne suis pas aussi bien placé que les experts que vous voulez l'interroger pour vous donner une analyse sur la situation actuelle et les conséquences de la guerre en Iran. Je suis donc historien, comme vous l'avez dit, et j'ai l'habitude de penser plutôt dans un temps plus long. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir une sorte d'accumulation en fait de difficultés structurelles du capitalisme sur le long terme, avec une orientation, le fait qu'on s'oriente au dire de très nombreux économistes, vers un régime durable de croissance faible et donc insuffisante, avec des tendances inflationnistes de très longue durée aussi, avec une hausse des coûts du travail, des coûts de l'énergie, des coûts des matières premières, des coûts de la production alimentaire, ce qui est lié aux limites planétaires qui sont atteintes ou dépassées, et notamment aux conséquences du réchauffement climatique. Les économistes calculent dans quelle proportion en fait les effets du réchauffement climatique vont induire justement un ralentissement de la croissance et potentiellement une division du PIB mondial par 2 à l'horizon 2100. Ce sont des données qui viennent d'être établies tout récemment. Donc en fait, derrière tout ça, c'est une remise en cause tendancielle des conditions même de la rentabilité de la production capitaliste que l'on voit à l'heure et qui est évidemment très problématique et qui est en train de se mettre en place à moins d'opter, et c'est tout le sens des politiques qui sont actuellement menées par le président des États-Unis, à moins donc d'éliminer en fait tous les obstacles à la rentabilité précisément de la production capitaliste. Et ça suppose d'éliminer, comme on le voit actuellement aux États-Unis et aussi dans quelques autres pays, de liquider la démocratie et l'état de droit et de liquider toute préoccupation environnementale, toutes les normes environnementales et tout souci du réchauffement climatique, ce qui constitue un déni absolu du réel, s'agissant en l'occurrence d'un des problèmes les plus graves que l'humanité ait à affronter au cours de son histoire. Et quand un système, pour se perpétuer, est obligé de se fonder sur un tel déni de la réalité, eh bien, on peut dire à la fois que ça n'est pas forcément un signe de très bonne santé et que, en tout cas, c'est quelque chose qui tend à remettre en cause la durabilité même de ce système. Jérôme Bachet, quelle différence entre, vous avez intitulé ce livre « Post-capitalisme », quelle différence entre post-capitalisme et anticapitalisme? Voilà, alors on parle plus souvent d'anticapitalisme. L'anticapitalisme, c'est la critique du système capitaliste, qui consiste à dire, par exemple, qu'il s'agit justement d'un système structurellement pervers, en ce sens qu'il recherche la maximisation des profits des acteurs privés, en minorant, voire en occultant les effets néfastes de la production en termes de santé humaine, par exemple, et également aussi en termes écologiques. Le post-capitalisme, ça consiste en fait à faire, comme on a voulu le faire dans ce livre, à faire un travail d'anticipation raisonnée en faisant appel à des chercheurs, à des scientifiques de très nombreuses disciplines, comme c'est le cas dans ce livre, pour montrer qu'il est possible d'envisager des manières de vivre, des manières de produire, des modes d'existence qui ne soient pas régis par les logiques capitalistes qui sont celles qui dominent dans le monde actuel. Et le problème, c'est qu'on veut nous faire croire que le système capitaliste est la seule forme d'organisation possible et rationnelle. Donc, face à ça, eh bien, le pari de ce livre, c'est de mettre sur la table la possibilité de scénarios post-capitalistes, de scénarios de monde qui sortiraient en fait de la domination des logiques capitalistes. Alors,
je vous concéderai volontiers que ça n'est pas forcément, surtout si on le voit depuis notre présent immédiat, le scénario le plus probable, mais certes improbable, mais pas pour autant impossible. Et par ailleurs, en termes de rationalité, eh bien, on peut dire que ces scénarios sont bien plus rationnels que la persistance d'un système capitaliste dont je viens de dire qu'il repose sur un déni fondamental de la réalité même du monde actuel. Jérôme Bachet, une dernière question. Jérôme oui. Bachet, une dernière question, puis après je dois rendre Oui, l'antenne. La transition entre le capitalisme et le post-capitalisme se ferait avec ou sans violence, d'après vos scénarios? Alors écoutez, le livre n'est pas centré sur les questions justement de transition parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquemment abordé et nous on a voulu justement décaler le regard vers ces mondes possibles qui seraient au-delà de la transition. Et donc d'où l'ensemble des thématiques qui sont extrêmement multiples, qui sont développées dans ce livre. La question de la transition, eh ben, elle reste entière. Alors, on peut en discuter, il y a plusieurs scénarios possibles. Évidemment que le passage d'un monde à un autre, alors je ne sais pas s'il faut parler de violence, il y a de la conflictualité évidemment entre ceux qui défendent ce système, qui continueront à le défendre, et d'autres qui essaieront de développer d'autres manières de vivre. Merci beaucoup Jérôme Bachet pour vos réponses. Merci également à tous les deux. Aux avant-postes, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.